Je vais maintenant passer à l'opposition officielle en vous rappelant que vous avez 21 minutes 6 secondes après avoir pris en considération les 2 minutes 30 secondes que vous n'aviez pas pris lors des remarques préliminaires. Alors, à vous la parole, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma collègue, la députée de Tachereau, ancienne ministre de l'Emploi et Solidarité sociale, avait signé avant l'élection une entente avec le fédéral de 116 millions de dollars par année. Donc, une entente avec le fédéral. Est-ce que le ministre est satisfait de cette entente? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, la question est courte. Parfois, les questions courtes sont les plus embêtantes. Alors, je vous dirais oui, oui, parce qu'on était très satisfaits. Vous savez que c'était, je sais, pour avoir entendu parler de l'entente et des tractations, que ça a été un peu difficile par moments. Il y avait des enjeux de vision. Parfois, il y avait des enjeux de relations, disons, de confiance là, entre les personnes, etc. Donc, pour l'essentiel, nous, on est assez heureux au ministère de l'Entente. Des critères aussi de répartition qui ont été utilisés. Je crois que c'est des critères qui reconnaissent, disons, le taux de chômage un peu plus élevé du Québec au niveau de l'attribution. Est-ce que c'est le cas? C'est la grosse... Non. Donc, c'est la grosse entente. Mais la petite entente, là, on est, oui, on est assez satisfait. Monsieur le ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. Que le ministre a réfléchi comment il compte utiliser ce 116 millions-là dans un premier temps et voir aussi est-ce qu'il a eu l'occasion de s'entretenir avec tous les partenaires là, du marché du travail sur les prochaines orientations à prendre dans les prochains mois. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur l'entente que nous avons signée, nous sommes en continuité, en parfaite continuité avec la prestation de services que nous avons fait dans le passé. Si cela vous intéresse, Monsieur le député, le sous-ministre pourrait, ou le sous-ministre associé pourrait vous présenter un petit peu le type de programme que nous finançons avec l'entente. Rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Là. Bon, alors, je comprends qu'il y a consentement. Oui. Est-ce que le Une réponse rapide. puisse répondre à la question? Monsieur Matt, à vous la parole. Merci, M. le Président. Oui, très rapidement, c'est une entente. Juste se rappeler l'essence de cette entente-là. On avait déjà une entente, ce qu'on appelle la grosse entente, à peu près 600 millions par année pour les prestataires admissibles à l'assurance-emploi. Cette entente complémentaire-là visait à reconnaître le fait qu'il y a moins de gens admissibles à l'assurance-emploi, particulièrement les immigrants, les jeunes. Donc, le service public d'emploi devait leur offrir des services. Alors, le 116 millions en question vise les gens non admissibles à l'assurance-emploi, particulièrement les clientèles immigrantes qui n'avaient pas de service public compte tenu qu'elles n'avaient pas contribué à l'assurance-emploi dans le passé. Donc, c'est principalement autour de ces clientèles-là que vont être articulés les 116 millions. Merci, M. Matt. Monsieur le député de Saint-Jean. Mais justement, ça m'amène à ma question aussi qui est assez importante. C'est la fameuse grosse entente, là, ou grande entente, peu importe, là. L'accord sur le développement du marché du travail. Les négociations se poursuivent. Est-ce que, comme ministre, est-ce que vous avez pris contact avec votre vis-à-vis? Où en sont les négociations pour cette entente? Monsieur le ministre. Pardon, Monsieur le Président, merci. Donc oui, j'ai pris contact avec le ministre qui est né il y a déjà 2 semaines. On a discuté de cette entente, mais d'autres ententes. Le fédéral n'est pas en remise en question fondamentale, mais se pose un certain nombre de questions, peut-être sur la durée de ces ententes-là. Aimerait rencontrer nos partenaires aussi pour en discuter. Moi, je dis que j'étais assez ouvert à cela, mais en autant, bien sûr, que l'esprit de l'entente là, soit encore respecté. Il m'a dit que pour l'esprit de l'entente, en tout cas pour le moment, il n'y avait rien à craindre. Un des enjeux peut-être qui était important pour nous, je devais commencer à le dire tout à l'heure, mais ce n'était pas pour la bonne entente, c'est que la métrique principale qui est utilisée pour répartir ces sommes-là, c'est le taux de chômage et non pas la proportion de la population québécoise dans le Canada. Le taux de chômage est un peu plus élevé ici qu'ailleurs. Cette métrique-là, elle nous a, disons, bien servi par le passé. On comprend très bien pourquoi. C'est sûr que s'il y a un peu plus de chômage, on a plus d'investissement à faire pour redresser la situation. Je comprends, et c'est tout à fait normal, dans une situation où on a différents partenaires, que l'Ontario regarde cette métrique-là en se disant, mais pourrait voir aussi les choses autrement. Donc, c'est très ouvert en ce moment. Il y a des discussions là-dessus.
Je sais que le gouvernement aimerait bouger. Moi, je suis attendu à une rencontre interministérielle au niveau fédéral le 11 juillet prochain à Charlottetown. Et il y aura déjà un travail préalable qui sera fait par nos fonctionnaires. Et on pense à ce moment-là, donc c'est tout bientôt, on pense avoir une idée de la nature des discussions, puis la nature des enjeux là, pour le prochain renouvellement d'entente. Ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais changer de sujet, mais garder le même interlocuteur, toujours le gouvernement fédéral, en matière d'assurance-emploi. Est-ce que, comme nouveau ministre, est-ce que vous avez l'intention d'appliquer les recommandations de la Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi? Monsieur le ministre. Je vais vous dire très sincèrement, je n'ai pas encore étudié ce rapport. J'avais un certain nombre de choses à faire. Ce que j'en sais pour le moment, c'est ma compréhension. Là. Je suis certain qu'il y a des bonnes recommandations, comme dans tout rapport, mais disons, il y a quand même un enjeu fondamental, c'est que le Québec n'a aucun intérêt à gérer à lui seul l'assurance-emploi, compte tenu que nous recevons et que nous avons reçu par le passé beaucoup plus que ce que nous avons mis dans la cagnotte. Donc, au niveau de cette grande orientation-là, je sais bien que la Commission proposait là, une démarche fine là, et, disons, nuancée, je comprends tout ça, mais pour l'essentiel, sur cette orientation-là, disons, on n'ira pas jouer tout de suite dans ce film. Cependant, je prends le soin de regarder d'autres recommandations qui pourraient être plus pertinentes. Je peux vous dire que très clairement, mon parti, comme le vôtre, s'est plaint officiellement, moi je n'étais pas là, vous y étiez, s'est plaint officiellement de la façon de faire les choses du gouvernement fédéral. Et je le répète ici, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire. On avait de sérieuses inquiétudes. Ces inquiétudes-là étaient, je pense, légitimes. Nous faisons des travaux sur le sujet. Pour le moment, me dit-on, il n'y a pas eu d'effet adverse, disons, aussi sérieux que ceux que l'on pouvait craindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une augmentation notable du nombre de chômeurs dans des régions qui étaient considérées comme étant plus critiques par rapport à ces transformations. Pour le moment, on n'assiste pas à ce type d'effet adverse, mais nous suivrons ça de très près. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'était au cœur de notre argumentation. C'était au cœur de dire, pas simplement parce que c'est votre programme, mais votre programme aura de l'influence sur nos chômeurs et éventuellement, ça entraînera des coûts. Alors, on a des raisons de suivre ça et éventuellement, on pourra faire un bilan puis voir si nos craintes étaient, disons, immodérées ou au contraire, si les craintes ne se sont pas révélées aussi, les dangers ne se sont pas révélés aussi néfastes qu'on craignait. Mais je pense que ça vaut la peine d'être documenté sérieusement par le gouvernement. Un complément de réponse, Monsieur le ministre? Oui, un petit complément de réponse, ça pourrait intéresser notre collègue. Le Québec va observer aussi les conclusions du rapport du comité formé dans les provinces atlantiques pour analyser les changements à l'assurance-emploi et ce rapport est attendu prochainement. Donc, on est vraiment au diapason avec les provinces de l'Atlantique à ce niveau. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends que le ministre c'est sûr qu'autre temps, autre mœurs. M. Ryan, ancien chef du Parti libéral, à l'époque, proposait le rapatriement de l'assurance-emploi au Québec. Je comprends que c'est une autre époque, mais au-delà de ça, la Commission nationale d'examen en assurance-emploi avait plusieurs autres recommandations. Je comprends que vous arrivez, puis vous avez différents dossiers, mais par exemple, le temps de déplacement. En ce moment, le gouvernement fédéral dit, bon, pour... si vous trouvez un emploi dans un rayon de temps, bien, vous pouvez vous trouver un emploi. Mais ça ne tient pas compte. Est-ce qu'il y a une possibilité de transport en commun? Est-ce qu'il y a du trafic? Est-ce qu'il y a de la circulation? Ça peut vouloir dire, dans certaines régions, comme exemple, quelqu'un de Saint-Jean bien, pourrait être obligé de se trouver un emploi à Laval, par exemple, parce qu'en termes de distance ou en termes de temps, ça pourrait se faire tout dépendant des heures de pointe ou autre, mais ça ne tient pas la route. Par exemple, quelqu'un qui a une spécialisation, quelqu'un qui est dans un domaine comme l'horticulture, par exemple, la restauration, mais l'hébergement touristique, par exemple, durant l'été. Mais si la personne ne peut pas se trouver un emploi parce que c'est soit en fonction de saison ou en fonction
de difficultés temporaires dans ce secteur de l'économie, bien, elle pourrait être obligée de se trouver un emploi ailleurs. Et là, si elle réussit à se trouver un emploi dans son emploi précédent, dans son domaine précédent, bien là, elle pourrait être pénalisée. Il y a beaucoup de questionnements qui peuvent se poser, surtout qu'avec le temps, on voit le nombre de prestataires diminuer, le nombre de chômeurs sans prestation. En 2013, c'est 37 %. En 98, c'était 42 %. En 90, c'était 83 %. Donc, on voit qu'il y a une diminution du nombre de chômeurs qui ont droit d'avoir des prestations. Il y a eu des réformes répétitives de la part du gouvernement fédéral, peu importe le parti politique à Ottawa. Je crois que comme ministre, si vous avez une suggestion de lecture à amener durant vos vacances cet été, ce rapport pourrait être très instructif pour nos chômeurs, nos travailleurs qui malheureusement n'ont pas d'emploi, mais qui veulent avoir quand même une dignité. Donc, je vous invite à lire ce rapport. Si vous me permettez, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur... Monsieur le ministre, passez toujours par le président, monsieur le député de Saint-Jean. Ah, je vous aime beaucoup. Je vous oublie trop souvent. Je m'en excuse, monsieur le président. Devant ce débordement, je vais passer la parole au ministre. Alors, vous avez raison, je vais le lire, puis je vous remercie de vous préoccuper de mes lectures estivales. Ma conjointe va être très contente de le savoir quand je vais l'en informer. Bon, moi, je regarde ça dans une dimension, disons, un peu plus longue et historique. Quand j'avais 18 ans ou 16 ans, 18 ans, à l'époque, ça prenait 8 semaines de travail pour avoir droit à une année de chômage. Il y avait pas mal plus de chômage qu'aujourd'hui. Donc, l'enjeu, bien sûr, c'est de regarder à la fois ce que donnent les prestations, mais dans une perspective économique, il faut voir aussi qu'il doit y avoir un ajustement. Et je comprends le fédéral, j'aurais le même type de préoccupation. Je ne dis pas que je ferai la même chose, mais j'aurais le même type de préoccupation. C'est de montrer qu'il faut regarder ce que donnent les prestations, l'impact que ça a, le type de modèle économique que ça peut produire en région et de faire des alignements, parce que ni vous, ni moi, ni le fédéral, là-dessus, on va s'entendre, on veut faire une construction de prestataires, où il y a un alignement des employeurs, et moi, je ne fais aucune condamnation morale, c'est simplement de l'analyse économique. Il y a un alignement de l'emploi, de l'offre, et il y a un alignement de la demande. Personne ne veut ça. Donc, ce qui m'inquiète, ce n'est pas nécessairement une diminution, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment les sommes qui sont économisées, parce que vous avez raison, les sommes, on en fournit beaucoup moins qu'avant, comment on peut les réinvestir et les ententes que l'on a eues, ma compréhension, vous pourrez me corriger, mais les ententes qu'on a eues avec le fédéral, c'est parce qu'en arrière-fond de ça, il y avait un certain retrait de l'assurance-emploi ou de la conception traditionnelle de l'assurance-emploi. Moi, je trouve que ça se discute et ça se monnaie. Est-ce que finalement, on a besoin du même type de prestations qu'il y avait quand j'avais 18 ans, ou on a besoin d'un autre type de prestations, et encore une fois, je ne suis pas un défenseur du statu quo actuel pour autant, on a besoin d'un autre type de prestations et s'assurer maintenant que les sommes vont davantage dans l'investissement vers le capital humain. Je pense que ça se discute, et si j'étais à la place du fédéral, j'aurais aussi ce type de réflexion, même si peut-être j'aurais eu, disons, une approche différente vis-à-vis des coupures qui nous ont été annoncées il y a quelques temps. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Tantôt, on parlait beaucoup de la volonté du gouvernement actuel de revoir toute la question de la formation professionnelle. En plus d'être porte-parole en matière d'emploi, je suis aussi porte-parole en matière de formation professionnelle. J'aurai l'occasion de questionner votre collègue à ce sujet. Mais lors de l'étude des crédits jeunesse avec le premier ministre, on a abordé cette question-là, effectivement. Tantôt, ça a été abordé. Et comment on peut... Le modèle allemand, au fond, c'est beaucoup basé sur les stages en entreprise. On ne se le cachera pas. On voit aussi que dans le dernier budget, il y a eu une coupe généralisée des crédits d'impôt, dont le crédit d'impôt qui vise les stages en entreprise. Comment voyez-vous ça? On parle d'adéquation entre la formation puis les besoins de la main-d'œuvre, mais en même temps, on coupe de 20 % des stages des crédits d'impôt pour des stages en entreprise, puis en même temps, on veut favoriser les stages en entreprise en formation professionnelle. Moi, en tout cas, l'adéquation, je ne la vois pas. Là. Monsieur le ministre.
Merci, M. le Président. Alors, M. le député, vous êtes en train de me dire de façon très polie là, que la main droite parfois ignore ce que la main gauche fait. Hein? C'est bien, c'est ça que vous êtes en train de me dire, je crois. Oui. C'est tout à fait possible. Alors, voilà ma compréhension. Hein? C'est une diminution qui a été faite, M. le Président, qui a été faite d'une décision du secteur des finances. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un ancien doyen de faculté, je me suis battu pour développer des places de stage dans les entreprises, secteur privé, secteur public. Hein. Et je peux vous dire qu'au Québec, il y a beaucoup à faire. Il y a une culture à changer. Hein, et il y a des secteurs, par exemple, le secteur du droit, des bureaux d'avocats, où on a vraiment une culture d'accueillir des stagiaires, etc. Mais on les forme, puis on se dit, c'est peut-être mon concurrent qui va le prendre. Mais on accepte que ça fait partie de notre responsabilité. Dans le secteur de la santé, on fait très bien. Services sociaux, on fait très bien. Et dans les entreprises, dans le secteur public, nous sommes en retard. Les gens voient ça comme un fardeau, alors qu'il y a une culture à développer. Est-ce que cet outil que l'on a mis en place, cet outil fiscal pour favoriser les stages, a été extrêmement efficace? Sincèrement, si ça avait été si bon que ça, on verrait une différence. Donc, je comprends bien qu'il y a il y a pas deux discours, mais il y a une volonté d'améliorer les stages, mais je ne suis pas certain que l'outil fiscal que nous avons mis en place a été le meilleur, parce qu'il y a un enjeu très clairement de culture. Prenez l'exemple de la fonction publique. Moi, comme doyen, là, j'allais rencontrer ces gens-là derrière pour leur dire, écoutez, vous avez une responsabilité. Il n'y avait pas d'enjeux fiscaux pour eux. Hein. Mais il y avait, les préoccupations du jour, des coupures à gérer, etc. Et on sait que le secteur public, qui est un employeur important, n'est pas non plus un modèle, m'excuse, Monsieur le sous-ministre, n'est pas non plus un modèle au niveau des stages. Ici, on ne parle pas d'avoir un outil fiscal pour les encourager. Simplement, une culture à changer, prendre le temps d'apprécier la contribution. Et je peux vous dire que la fonction publique ou les organismes qui prenaient nos étudiants à l'université, quel que soit le domaine, étaient toujours extrêmement satisfaits et en redemandaient. Donc, l'outil fiscal est un outil peut-être qui mérite d'être réévalué, mais je pense qu'il y a un enjeu culturel beaucoup plus important, si on veut, qu'il y ait des changements là, à court terme au Québec à ce niveau. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais aborder la question des contrats d'intégration au travail pour les personnes handicapées. Il y a une stratégie nationale d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées qui prévoyait notamment un financement accru des contrats d'intégration au travail. Il y a eu un bilan qui a été publié par ma collègue députée de Tachereau, ancienne ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, un bilan 2008-2013 de ce qui s'est fait. Et je cite à la page 8, « Les investissements supplémentaires consentis dans la mesure active contrat d'intégration au travail ont permis à 1078 personnes handicapées supplémentaires d'intégrer le marché du travail ou de se maintenir en emploi grâce notamment au volet subvention salariale prévu à cette mesure. » Donc, maintenant que c'est pas mal terminé, est-ce que vous avez une idée du montant supplémentaire qui sera investi pour 14-15 dans ce sens-là pour aider notre monde? Et la phase 2, qui avait quand même bien fonctionné, on le voit, qui avait été lancée en juin, est-ce qu'elle sera maintenue par votre gouvernement? Monsieur le ministre, il reste 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je peux vous dire qu'on maintient les sommes de l'an dernier à ce niveau-là. C'est un programme, j'en ai parlé un peu aujourd'hui, dont on est très content pour vous donner des chiffres peut-être un peu plus précis. La croissance entre 2008 et 2013 des participants, c'est 55 %. Donc, on est rendu à près de 30 000 participants. Vous vous rendez compte de l'importance que ça a pour ces gens-là, d'avoir une expérience de travail en continu. Donc, nous avons maintenu ces programmes, mais j'ai rencontré quand même, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré quand même les principaux partenaires à ce niveau-là pour essayer de voir avec eux comment on peut faire à l'intérieur de ces enveloppes peut-être un peu mieux. Encore une fois, voir à des scénarios d'optimisation. Je vous rappelle que l'enjeu qu'il y a dans l'interprétation de la nature de ce programme-là et ce à quoi il doit faire face,
c'est est-ce qu'on doit avoir une approche pérenne de subvention et de soutien, ou on peut imaginer, avec le temps, se retirer partiellement pour laisser la place à d'autres personnes. C'est vraiment l'enjeu. Et vous avez des positions qui sont assez, disons, opposées, entre autres dans ce que j'ai entendu jusqu'ici, à ce sujet. Donc, je pense que dans les prochaines années, oui, merci, Monsieur le Président. Donc, dans les prochaines années, ce qu'on va vouloir faire, c'est étudier si des scénarios d'optimisation sont encore possibles, parce que le programme nous coûte assez cher. Vous savez, on a mis des sommes très importantes. La réussite est là, mais la demande que l'on a créée est extrêmement forte. Et l'enjeu, il faut bien comprendre que les premiers, peut-être ceux qui étaient plus facilement mobilisables, ont été mobilisés par le programme. Et ils occupent une place maintenant, mais ceux qui sont peut-être encore là, qui sont en attente, l'effort budgétaire pour les mobiliser pourrait être plus important. Donc, il y a un enjeu quantitatif, mais il y a aussi un enjeu qualitatif qui est la nature des personnes qui pourraient être les prochains bénéficiaires du programme et si on a les bonnes mesures pour les accompagner. Une dernière question extrêmement rapide. Oui. La phase 2 qui devait être lancée en juin, est-ce qu'elle est encore dans vos cartons? Je comprends que vous me dites qu'elle serait peut-être modifiée. Est-ce que vous avez un échéancier, une vision là-dessus? Réponse rapide, Monsieur le ministre. Non, nous sommes dans le même échéancier. Je voulais vérifier. Nous sommes dans le même échéancier pour les pistes d'action pour la phase 2 et le lancement est prévu toujours en 2014. Alors, merci. Ça termine ce bloc.